Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire consacré à la sobriété numérique. Alors il est à peine 8h30, on est même un petit peu en avance. Donc en fait on va attendre quelques retardataires puisque vous êtes une trentaine à être inscrits à ce webinaire. Donc merci à tous et à toutes d'être là. On va attendre un petit peu les retardataires et je vous propose de revenir dans 2 minutes pour commencer ce webinaire. On coupe notre micro et notre caméra et on revient dans 2 minutes. Merci à vous. Donc rebonjour ou bonjour à ceux ou celles qui viennent d'arriver. Donc bienvenue à ce webinaire consacré à la sobriété numérique. Je vais d'abord vous présenter la Technopole, le pourquoi de ce webinaire et me présenter. Ensuite, alors je suis accompagnée aujourd'hui de Cassandra Bigot du réseau SPN, le réseau pour les professionnels du numérique en Nord-Aquitaine. Je laisserai Cassandra se présenter et présenter le réseau SPN. Voilà, donc ce webinaire consacré à la sobriété numérique, alors c'est le premier webinaire d'un cycle de webinaires consacré globalement à la sobriété. En fait, nous organisons, la Technopole Eurekatech organise tous les ans un festival qui s'appelle Eurekatech Fest, qui a lieu le 14 décembre dernier. Et nous avons consacré cette journée à la sobriété. On s'est dit qu'on ne pouvait pas tout traiter dans cette journée. Et on a eu l'idée en fait de mettre en place un cycle de webinaires mensuels qui
chaque webinaire traitera une thématique bien spécifique. Donc, on commence avec le numérique responsable avec le SPN, notre partenaire. On enchaîne, le mois prochain, on s'intéressera à la sobriété dans le secteur des jeux vidéo, le 15 mars. Et ensuite, nous traiterons des sujets comme la sobriété énergétique, la sobriété déchets, l'éco-conception, la RSE, etc. Donc, n'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn, et à vous abonner à notre newsletter sur notre site si vous voulez vous tenir au courant de ces prochaines dates de webinaire. Je vais vous présenter rapidement la Technopole Eurekatech. Donc, la Technopole Eurekatech, en fait, nous sommes une structure qui accompagne les porteurs de projets et les entrepreneurs innovants sur notre territoire, Grand Angoulême, Grand Cognac, et de manière un petit peu plus large sur la Charente. On a été créé en 2018. On accompagne une 50aine d'entreprises actuellement. On est une technopole plutôt généraliste, mais on a quand même 3 grandes spécialisations qui nous caractérisent, des spécialisations qui sont ancrées historiquement au niveau du territoire. On a notamment les industries culturelles et créatives et images numériques, donc plutôt du côté d'Angoulême, le packaging, le luxe et le spiritueux, plutôt du côté de Cognac, et l'industrie du futur, globalement sur le territoire de la Charente. Voilà, donc aujourd'hui, comme je disais, on accompagne une 50aine d'entreprises et on propose 3 parcours d'accompagnement suivant la typologie et la maturité de l'entreprise. Nous avons un parcours incubation, un parcours développement et un parcours croissance. Donc, on s'adresse vraiment aux porteurs de projets qui n'ont pas encore développé leur projet, aux TPE, aux PME, aux industries, voilà, tout type d'entreprise qui aurait un projet innovant à développer sur le territoire. On met aussi en place des programmes liés à la culture de l'entrepreneuriat. On développe en fait, on sensibilise en fait des publics sur l'entrepreneuriat et l'innovation, notamment les jeunes, à travers des dispositifs tels que Challenge Positif. Alors, ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes, le Challenge Positif, mais en tout cas, on travaille pas mal avec les écoles du territoire, donc qui peuvent proposer des projets. Les étudiants peuvent proposer des projets et développer ce projet sur un temps assez court de 3-4 mois pour en faire après, pourquoi pas, une entreprise viable. Voilà, donc je pense que j'ai terminé avec la présentation de la Technopole. Sachez que ce webinaire, il est enregistré, que vous pourrez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube, donc Technopole Eurekatech. Vous pouvez le re-regarder. Voilà, donc je vous encourage à vous inscrire pour les prochains webinaires et de vous tenir au courant sur les réseaux sociaux pour les dates et les intervenants. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour moi. Vous pouvez vous poser vos questions dans le chat. On les remontera à la fin du webinaire. Je les poserai, en fait, je les remonterai à Cassandra qui y répondra. Et je remercie le SPN et Cassandra d'avoir accepté de nous aider à monter ce webinaire. Voilà, sur ce sujet du numérique responsable, il y a plein de choses à dire. N'est-ce pas, Cassandra? Je te passe la parole. Merci beaucoup, Laetitia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Cassandra Bigot. Je suis doctorante et chef de projet numérique responsable au sein du SPN. Le SPN, pour faire une petite présentation assez générique, nous sommes une association loi 1901 qui fédère un réseau d'entreprises du secteur du numérique sur l'ex-Poitou-Charentes. On a pour mission notamment d'animer ce réseau à travers différents formats d'animation, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit des webinaires, que ce soit des formations, que ce soit des déjeuners pour un peu plus de convivialité. Et l'idée, c'est d'accompagner les professionnels du numérique sur le territoire vers une montée en compétences sur différents sujets, dont le numérique responsable, pour lequel nous avons un programme d'action que nous avons débuté fin 2020. Et où on aspire justement à pouvoir outiller, former les professionnels du numérique pour justement un petit peu développer le numérique responsable, que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit au contact des clients, des partenaires, mais aussi un petit peu dans la sphère
privée, on va dire, quand on fait des interventions auprès de scolaires ou auprès du grand public. Je ne vais pas m'attarder trop sur la présentation. Je vais commencer à vous partager donc mon écran pour qu'on puisse commencer ce webinaire. Et je vais juste couper ma caméra pour ne pas avoir de problème de connexion. Donc, pourquoi on parle de numérique responsable? Ça fait à peu près 10 ans que le terme est partagé dans les discussions parmi les personnes les plus aguerries sur le sujet dans le secteur informatique. Et il a pris vraiment une ampleur en 2020 face à la crise sanitaire et à l'omniprésence du numérique pour justement maintenir une continuité dans nos activités quotidiennes, que ce soit l'éducation, le loisir, le commerce, la communication, aussi le travail. C'était un formidable outil justement pour qu'on puisse maintenir ces activités dans la normalité. Et face à cette crise sanitaire, on s'est rendu compte que même les années avant, le numérique était très croissant dans son utilisation, notamment par rapport à la transformation digitale de différents secteurs. On note également qu'il y a une multiplication des équipements qu'on utilise chaque jour. Et face à ça aussi, il y a une certaine réduction de la durée de vie des équipements qu'on peut utiliser. Par exemple, il faut savoir qu'un téléphone, sa durée de vie est estimée à 18 mois en France. Donc après, je vous expliquerai bien sûr ce que ça peut engendrer par rapport aux impacts que ça peut représenter. Mais voilà, on est vraiment face à un sujet qui aujourd'hui est au cœur des préoccupations, que ce soit pour l'environnement, pour la société, pour l'économie, pour la politique. Et donc, le numérique responsable se définit un petit peu comme une solution face à ces impacts. Le numérique responsable se définit comme une démarche pour améliorer l'empreinte environnementale, économique et sociale du numérique. C'est aussi la démarche qui vise à améliorer l'empreinte environnementale, économique, sociale d'autres processus grâce au numérique. Donc, par rapport à la transformation digitale, à la transition numérique verte, on pourra voir ça plus tard. Et c'est aussi une façon de créer de la valeur économique, sociale et environnementale. Pourquoi on met de plus en plus la lumière sur les enjeux, les impacts du numérique? Il faut savoir que c'est des impacts qui sont non négligeables, qui s'effectuent sur l'ensemble du cycle de vie. Quand on parle du cycle de vie, vous avez un petit schéma sur votre droite. Ça représente toutes les étapes nécessaires pour la fabrication d'un produit, d'un service. Donc, ça passe par l'extraction des matières premières. On passe également par la fabrication, le transport, la distribution, l'utilisation, qui est une étape assez charnière dans le cycle de vie. Il y a la fin de vie, mais il y a aussi la valorisation. Il faut savoir que ces impacts, eux, ils sont sur 4 niveaux. Donc, comme vous pouvez le voir, sur l'environnement, sur la société, sur l'économie et sur la politique. Donc, ça représente aussi ce qu'on a pu voir dans la définition juste avant. Des impacts qu'il faut bien sûr prendre en compte, connaître, pour pouvoir agir par la suite. On va commencer par l'impact environnemental. Juste un petit rappel avant qu'on aille un peu plus dans les détails. Le numérique, souvent pour le grand public, ça s'apparente à quelque chose d'immatériel, principalement puisque les données, quand elles sont échangées, on ne les voit pas. Il n'y a pas cet aspect matériel des données quand elles sont échangées d'un équipement à un autre. Sauf que le numérique, ça nécessite bien sûr donc des équipements, des infrastructures réseau, mais aussi des réseaux de câbles. Sur l'impact environnemental, il faut savoir que celui-ci est plutôt, tout à fait impactant sur 3 phases du cycle de vie. On va avoir la production et la fabrication qu'on va joindre dans la même phase. On va avoir l'utilisation, comme je vous l'ai dit précédemment, et la fin de vie. Pour vous représenter un petit peu par des chiffres cet impact qu'on peut avoir sur notre environnement, il faut savoir que le numérique, ça représente 45% de la consommation énergétique pour la production et que les 55% restants ils sont dédiés à l'utilisation. À l'échelle mondiale, le numérique représente 10% de la consommation d'électricité.
Et il y a souvent aussi cette comparaison qu'on fait avec d'autres secteurs d'activité pour représenter le poids du numérique, du secteur du numérique. Aujourd'hui, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et en comparaison, on l'associe souvent en fait avec le secteur de l'aviation civile qui n'est qu'à 2,8%. Et ce que j'aime bien aussi faire, c'est une comparaison avec le secteur du textile. Donc certes, le numérique, ce n'est pas le secteur le plus impactant, mais on est quand même sur une échelle où on se retrouve avec des secteurs industriels impactants sur l'environnement et qui, on va dire, reviennent le plus souvent dans les idées quand on demande quels sont pour vous les secteurs les plus impactants. Dernier chiffre clé, le numérique, ça représente 0,2% de la consommation d'eau mondiale. Donc, on va aller voir un peu plus près comment s'expliquent ces chiffres. Donc, tout d'abord, en commençant par la phase de fabrication et de production. Donc, comme je vous l'ai dit, le numérique, c'est pas que de l'immatériel, c'est des équipements dont on a besoin, des câbles, des réseaux de câbles, mais aussi des infrastructures qui nous permettent d'échanger les données. Donc, dans la fabrication, on va prendre un exemple assez lambda. Imaginons un ordinateur portable. Aujourd'hui, il y a besoin de ressources abiotiques, de traitements chimiques, d'utilisation d'eau pour justement nettoyer les ressources extraites, d'électricité également pour faire fonctionner les équipements de transformation de ces ressources. Et juste à côté, je vous ai mis une représentation du sac écologique. Donc le sac écologique, c'est toutes les matières premières, les ressources dont on va avoir besoin justement pour fabriquer le produit final. Donc avec l'ordinateur qui aujourd'hui, on peut estimer qu'en moyenne, ça fait à peu près 2 kilos. Derrière, il faut compter 800 kilos de matières premières, donc les ressources abiotiques. Vous avez le cuivre, le cobalt, de l'or, du lithium, tout ce genre de matières premières qu'on vient extraire dans des terres rares. Vous avez également besoin de 240 kg de combustible fossile, donc justement pour traiter ces matières premières, pour les transformer. 22 kg de produits chimiques, donc dans la même optique, et 1,5 tonnes d'eau, donc de l'eau pour justement donc, le nettoyage qu'on a vu tout à l'heure. Donc tout ça, bien sûr, ça a un impact sur la biodiversité locale, une pollution de l'air, une pollution de l'eau et une pollution des sols, puisque justement, vous allez injecter, les personnes qui viennent justement extraire ces ressources viennent injecter les combustibles fossiles, les produits chimiques pour justement pouvoir bénéficier des ressources qui sont dans les carrières. Voilà. On a par la suite donc l'impact environnemental. On disait tout à l'heure que le numérique, ça représentait 55% dans la consommation d'énergie. C'est principalement cette idée qu'il faut avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, le numérique, certes, ça a beau être des équipements qu'on vient recharger de temps en temps, mais c'est aussi donc de l'énergie qu'on a besoin pour les faire recharger, pour les faire fonctionner. L'idée derrière ça, c'est que on note une croissance du nombre d'utilisateurs et donc une consommation énergétique plus accrue d'année en année. Et par cela, une augmentation de l'utilisation des équipements et donc du nombre d'informations qui sont échangées. On a d'un côté donc l'utilisation que les personnes peuvent avoir à titre privé, à titre personnel, et derrière, il faut savoir que ces échanges sont possibles, ces échanges, ces utilisations sont possibles grâce, donc, comme on l'a vu, à des terminaux, donc les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, les téléconnectés ou autres. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait besoin d'infrastructures réseau, de câbles réseau. Et on parle par cela donc des data centers. Les data centers, pour faire très simple, c'est des grandes infrastructures dans lesquelles vous avez une multitude d'ordinateurs qui sont empilés les uns sur les autres et qui permettent justement d'avoir une centralisation de vos données et de pouvoir justement faciliter l'échange entre les différents terminaux. Tout cela, ça consomme de l'énergie. Il faut savoir qu'un data center
sur la globalité de sa consommation énergétique, vous avez 40% qui est alloué à la climatisation, puisque des ordinateurs les uns sur les autres, au bout d'un moment, ça chauffe, et pour qu'il y ait un fonctionnement, on va dire, optimal, il faut les refroidir. Et donc, les 60% restants sont bien sûr alloués à leur fonctionnement propre. Je vous ai mis quelques chiffres sur la droite également ici pour vous représenter un petit peu l'idée de croissance du nombre d'utilisateurs, l'idée de croissance d'utilisation des équipements, des informations échangées. Entre 2015 et 2020, donc en 5 ans, on a enregistré une croissance de 33% du nombre d'internautes à l'échelle mondiale. En 2020, on avait 4,5 milliards d'internautes. Et un petit chiffre, on va dire, qui peut nous concerner tous les jours, c'est la moyenne de mails échangés en un jour. On est à 290 milliards pour une journée de mails échangés. Donc, c'est assez colossal. C'est vrai qu'à notre petite échelle, on peut se dire, 1, 2, 3 mails envoyés dans la journée ou une dizaine de mails envoyés dans la journée, c'est pas grand-chose. Mais mis bout à bout, à l'échelle mondiale, on arrive quand même à des chiffres assez conséquents. La dernière étape à laquelle on peut retrouver un impact environnemental assez important, c'est la fin de vie. Il faut savoir que les terminaux, les équipements numériques qu'on peut utiliser enregistrent un faible taux de recyclage. Vous avez quand même à l'intérieur des équipements des ressources abiotiques. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est principalement des minerais, des ressources dont on n'a pas la connaissance de pouvoir les recycler correctement. Et pour ce qui est du reste, on a quand même peu de composants recyclables. Un chiffre qui est assez marquant pour montrer, on va dire, le peu de recyclage qui en est fait de ces équipements, c'est que sur l'année 2019, on récoltait 59 millions de tonnes de D3E, donc ce sont des déchets électroniques et électriques. Et sur ces 59 millions de tonnes, on notait entre 70 et 90% qui faisaient l'objet de trafic. Le trafic, c'est-à-dire que ça finit dans des décharges sauvages, donc comme vous pouvez le voir sur les images, des décharges sauvages qui sont principalement sur le continent africain, en Afrique centrale, et où donc nos déchets sont justement exportés sur ces territoires-là. Et où les populations locales viennent justement essayer de récolter des composants qui pourraient être réutilisables. Justement, par exemple, le cuivre, ils viennent brûler les équipements pour extraire ces composants. Et bien sûr, il faudra noter que c'est bien sûr un impact sur la biodiversité locale, une pollution de l'air également ici, de l'eau et des sols face à la combustion. On notait tout à l'heure l'impact sur la société, l'impact social, sociétal. Ici également, on est sur les mêmes étapes du cycle de vie. On note la fabrication-production, l'utilisation et la fin de vie. Sur la fabrication, il y a 2 éléments à noter. Tout d'abord, les conditions de travail qui sont appliquées. Il faut savoir que les usines dans lesquelles sont fabriquées ou sont extraits des ressources, sont principalement localisées en Asie du Sud-Est. On avait, je me souviens, dans les années 2010-2015, pas mal d'informations sur les usines Foxconn et notamment sur les vagues de suicides face aux conditions de travail qui étaient appliquées dans ces usines-là. Donc, bien sûr, c'est des conditions de travail qui sont assez inhumaines, peu de protection face aux produits chimiques utilisés, des cadences de travail assez importantes et des rémunérations qui ne vont pas de pair avec les conditions de travail qui sont appliquées. Et on a également, en deuxième point, la guerre des terres. La guerre des terres, donc, c'est principalement lié à l'idée de l'extraction des ressources qui sont utilisées. On a un monopole par des groupes armés, notamment en Afrique, qui sont faits, donc des groupes armés qui viennent s'approprier les terres pour justement pouvoir bénéficier des ressources qui sont
présente sur le territoire et aussi par rapport à l'extraction qui en est faite. Tout ça, bien sûr, sur des avantages financiers par la suite. Sur la deuxième étape, donc on a bien sûr, donc, comme tout à l'heure, l'utilisation. Ici, on est vraiment sur le point, enfin le lien avec l'utilisateur final. On va parler d'accessibilité, de fracture numérique, et ce qui en découle justement de l'électronisme. Donc l'électronisme, ça va être la conjonction entre l'illettrisme et l'électronique. Ça va définir justement la non-capacité pour une personne d'utiliser un service numérique, un produit numérique, parce qu'ils vont manquer de compétences, ils vont manquer de ressources, parfois même matérielles, pour pouvoir justement utiliser un service ou un produit numérique. Ça, en exemple très clair, on l'avait durant la période de crise sanitaire, les périodes de confinement, où on avait des familles qui devaient justement faire école à la maison. Ils n'avaient soit pas d'équipement à la maison, donc là, on a une véritable fracture numérique, le fait de ne pas avoir accès à ces équipements. Et de l'autre côté, on avait des familles qui n'avaient pas la possibilité justement de pouvoir faire l'école à la maison, puisqu'il y avait un manque de compétences dans l'utilisation du service, de l'outil numérique. Le dernier point, la dernière étape, donc comme tout à l'heure, fin de vie. Ici, on va rejoindre un petit peu peut-être les liens, les points qu'on avait sur l'étape de fabrication. Donc ici, on réfère aux décharges sauvages. Donc tout à l'heure, on a vu l'impact qu'il y avait sur la biodiversité, sur les sols, sur l'eau. Pour l'impact social qui en découle des décharges sauvages, il faut savoir que les populations, les personnes qui viennent justement extraire les composants dont ils ont besoin, qu'ils aimeraient récupérer sur les déchets électroniques, c'est souvent des jeunes enfants, parfois des femmes enceintes qui viennent brûler ces composants. Donc déjà, il y a un impact qui est fait par rapport à leur santé, donc qui rejoint le deuxième point juste en bas. Mais aussi, on rejoint des conditions de travail qui sont plutôt déplorables. Pour compléter le deuxième point sur l'aide à la santé des populations locales, il faut savoir que les traitements chimiques sont également responsables de nombreuses maladies pour les populations qui viennent extraire les équipements, enfin les composants sur les décharges sauvages. Par la suite, on a l'impact économique. On va avoir 3 points clés ici. Donc, le premier, ça va être un certain monopole qui est appliqué face aux géants du numérique. Aujourd'hui, on parle principalement des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, mais il faut savoir aussi qu'il y a d'autres acteurs qui émergent. On a Natou et Batix. Natou, ça va être, vous avez Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Donc, il reste quand même des acteurs, on va dire, américains. Et on a, on va dire, entre guillemets, les petits nouveaux. Les Batix, donc on va y voir Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Donc ce sont des acteurs asiatiques qui viennent de plus en plus peut-être concurrencer ce monopole des acteurs américains avec de nouveaux produits, mais aussi de nouvelles réglementations qu'on verra tout à l'heure. Donc la question du monopole, aujourd'hui, ça pose problème par rapport à la souveraineté numérique, par rapport principalement à la question des données des utilisateurs des équipements numériques, des services numériques. Mais pareil, tout à l'heure, on verra le lien avec la réglementation. Le deuxième point, ça va être la dépendance à certains pays producteurs, donc notamment la Chine, qui est et qui reste malheureusement l'usine du monde et qui concentre majoritairement la chaîne de production, d'extraction aussi
puisqu'il faut savoir que même si l'extraction se fait en Asie du Sud-Est, il y a aussi une partie qui se fait en Afrique centrale, mais que cette extraction est monopolisée par des entreprises, des sociétés chinoises. Voilà. Quand on parle de dépendance aujourd'hui et l'impact économique que ça peut avoir, aujourd'hui, on est face à une pénurie de semi-conducteurs, donc justement de composants pour construire ces semi-conducteurs, et on est face bien sûr à une influence, un impact sur l'offre et la demande. On a bien sûr pu le voir avec des retards de livraison. Je prendrai l'exemple, on va dire, de la PS5 qui reste d'actualité. Et aujourd'hui, ça peut s'arracher à des prix assez exorbitants face à une offre qui est minime et à une demande qui est grandissante. Le dernier point, ça va être l'obsolescence logicielle qui peut être programmée en direct, obsolescence d'incompatibilité ou obsolescence perçue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'obsolescence, pareil, il y a une influence sur l'offre et la demande. Quand vous avez une obsolescence, on va dire, perçue, c'est-à-dire que vous allez avoir des étapes dans la construction de l'offre marketing qui vont faire que l'utilisateur va vouloir changer son équipement sans pour autant que son équipement soit, on va dire, has-been, complètement obsolète ou autre. C'est des exercices qui sont faits par les entreprises pour justement favoriser le renouvellement des équipements et avoir, on va dire, des avantages financiers par la suite. Voilà. Donc tout ça, ça influence l'offre et la demande qui est faite sur le marché. Le dernier impact qu'on peut noter, c'est donc l'impact politique qui est en lien avec plusieurs des points qu'on a vus tout à l'heure sur les différents impacts, sur les différents enjeux qu'on a vus précédemment. On revient avec le monopole des GAFAM, des Natou et des Batix, mais plus par rapport aux différences de réglementation. Donc, je vous le disais tout à l'heure, notamment par rapport à l'utilisation des données par les géants du numérique. Aujourd'hui, donc ça rejoint le deuxième point, aujourd'hui en Europe, on est quand même sous la réglementation RGPD qui vise à protéger les données personnelles qui sont collectées par les sociétés qui proposent des services numériques. Alors qu'on peut être sur d'autres territoires, donc ce qui est appliqué pour les GAFAM et pour les Natou, sur le Cloud Act. Donc c'est la réglementation qui est mise en œuvre sur le territoire américain et qui aujourd'hui pose problème sur certaines utilisations des services qu'on peut avoir en Europe et qui n'est pas forcément en lien ou adéquate ou au moins sur la même longueur d'onde que le RGPD. Donc, ça pose problème sur le respect des données personnelles. Le dernier point, c'est le point de la construction localisée et concentrée. Donc, tout à l'heure, on parlait des guerres de terre. Donc, je parlais du monopole fait par des groupes armés, principalement donc, en Afrique centrale. Mais aussi le fait que ce soit concentré en Asie du Sud-Est avec majoritairement les sociétés qui construisent les équipements numériques. Et pour donner un exemple sur ces idées-là, on avait eu pendant la présidence de Donald Trump entre 2019 et 2020 un épisode de volonté de boycott des produits chinois aux États-Unis. Donc, il y avait d'un côté des volontés, on va dire, différentes de celles liées à l'utilisation du numérique, mais de l'autre côté, il y avait aussi la question du respect du Cloud Act et de la réglementation qui était mise en œuvre sur le territoire américain. Voilà. Et il y avait également des soupçons d'insertion de logiciels espions sur les équipements on va dire téléphoniques, ordinateurs qui étaient vendus aux États-Unis et qui étaient fabriqués par des sociétés chinoises. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'avoir tout un tas d'enjeux, d'impacts
lister. Quand on arrive à la fin, on peut se dire que c'est assez anxiogène. On se dit, bon, je vais arrêter d'utiliser le numérique, sauf qu'aujourd'hui, il ne faut pas culpabiliser. L'idée, c'est d'utiliser le numérique correctement, déjà, et d'avoir les bons réflexes, les bonnes pratiques. Vincent Courboulet, donc, qui est enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle et qui est directeur de l'Institut numérique responsable, procède sur différentes étapes pour justement mettre en œuvre le numérique responsable, que ce soit dans la sphère privée ou la sphère professionnelle. L'idée, c'est déjà de comprendre donc les enjeux du numérique responsable, de mesurer, de savoir où est-ce qu'on s'en situe, où est-ce qu'on s'en situe aujourd'hui, de pouvoir agir, et auquel cas de pouvoir réduire au fur et à mesure si on peut réduire, et voire compenser s'il n'est pas possible de réduire. Aujourd'hui, je voulais vous donner les premières bonnes pratiques, les premières étapes que vous pouvez mettre en place assez facilement, que ce soit au sein de votre entreprise ou même chez vous. Donc l'idée, c'est d'avoir... on peut d'abord commencer par les données qu'on utilise aujourd'hui. C'est souvent le point noir qu'on pointe du doigt quand on parle de numérique responsable, c'est le poids de nos données. On l'a vu tout à l'heure, ça nécessite des data centers qui fonctionnent H24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, bon, est-ce que aujourd'hui, mes données, je ne peux pas les réduire pour éviter qu'il y ait, on va dire, un engorgement soit de mon équipement, soit des data centers que j'utilise, soit du cloud que j'utilise. Donc, l'idée, c'est de faire un inventaire de ce qui est stocké aujourd'hui, donc que ce soit sur votre ordinateur professionnel ou personnel, de savoir quel logiciel vous utilisez. Est-ce qu'il y a des logiciels aujourd'hui qui sont obsolètes, que vous n'utilisez pas, que vous pouvez supprimer? Faire de même pour les documents, donc les documents texte, vidéo, photo, audio, et aussi les mails. Les mails, c'est... on va dire que c'est un point qui est souvent, qui revient très souvent sur le poids du numérique, à savoir que ça va dépendre de l'information à laquelle vous vous référez. Il y aura des personnes qui vont vous dire que oui, les mails, c'est impactant. Il y en a qui vont vous dire le contraire. Il n'y a pas forcément d'avis tranché sur cela. Certes, un mail qui va avoir une pièce jointe de 10 gigas, c'est bien sûr impactant. Mais à côté, si vous envoyez des mails courts habituellement dans votre vie professionnelle, c'est pas non plus mordant. Voilà. Après que vous ayez fait cet inventaire, c'est aussi l'idée, c'est de faire des règles d'archivage, à savoir qu'est-ce qu'on garde pendant un certain moment. On a passé ce temps, ça passe à la poubelle. Et il y a une initiative qui a été lancée en 2020, justement, sur cette idée de faire attention aux données digitales. C'est le Cyber Cleanup Day. Donc, c'est une initiative qui a été créée par World Cleanup Day et l'Institut du numérique responsable pour justement dédier un temps, notamment une journée. Donc, cette année, c'est le 19 mars 2022. Donc, dédier une journée à, justement, on va essayer de nettoyer nos données digitales. On voit ce que ça représente derrière. Donc, en termes de gigas, en termes de mégaoctets, en termes de téraoctets, savoir ce que ça représente, tout ce qu'on peut supprimer, et d'avoir une équivalence admettons, en termes de jeans produits, en termes d'hamburgers, on va dire consommés, en termes de viande consommée, sur des points de consommation avec lesquels on est beaucoup plus familier, où on a une représentation beaucoup plus facile. Donc, si vous voulez des informations dessus, je vous mettrai le lien dans le chat. C'est une initiative qui est gratuite sur la base du volontariat et qui se fait à l'échelle nationale. La deuxième chose, c'est, donc, comme je vous l'ai dit, d'adopter des habitudes numériques responsables. On a dit tout à l'heure que les premières étapes, c'était comprendre, mesurer. On verra mesurer tout à l'heure.
comprendre, vous êtes déjà en train de le faire. Je ne sais pas si parmi vous, vous êtes déjà acculturé au numérique responsable. Mais si vous voulez compléter cette acculturation, il faut savoir qu'il y a des ateliers comme les fresques du climat, les fresques du numérique qui existent aujourd'hui. C'est des ateliers de 3 heures collaboratifs sur lesquels vous reprenez un petit peu le déroulé, le cycle de vie des activités humaines qu'on peut avoir selon différents secteurs et de retrouver ce qui se passe en amont, mais aussi ce qui se passe en aval, les conséquences qu'il y a sur notre environnement, sur notre santé, sur la société, sur l'économie, un petit peu comme on a vu tout à l'heure par rapport aux impacts, aux enjeux. Il y a un MOOC qui a été donc développé par l'Institut du numérique responsable. C'est un MOOC, donc vous avez 2 MOOC. Un premier MOOC qui dure 30 minutes, qui est assez succinct, mais qui vous permet de vous sensibiliser correctement au numérique responsable. Et vous en avez un deuxième qu'ils ont développé et qui dure entre 5 et 6 heures et qui va vraiment chercher toutes les explications par rapport à l'application du numérique responsable dans la sphère professionnelle, donc sur différentes étapes, sur différents points du poste de travail, pour vous expliquer les enjeux, les impacts et aussi les bonnes pratiques. Le troisième point, ça va être bien sûr la formation. Donc, on rejoint l'idée du MOOC juste en haut, mais vous avez des MOOC qui sont un peu plus complets. Et Virginie, je mettrai bien sûr les liens sur le chat par la suite. Et vous avez aussi des fiches pratiques. Le SPN, nous, on a établi des fiches pratiques selon différents personas de postes dans l'entreprise. Donc, pareil, je pourrais vous remettre le lien dans le chat si vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé. Et le deuxième point, donc, ça vient justement un petit peu plus loin dans l'intégration d'une démarche numérique responsable. C'est justement de mettre en place des bonnes pratiques par rapport à différents points que vous pouvez avoir dans votre entreprise, différents départements, différentes étapes. Donc, on va voir tout de suite. À savoir que les bonnes pratiques numériques responsables, elle n'est pas ciblée pour une seule personne dans l'entreprise. La démarche numérique responsable, elle va bien sûr découler du manager, du directeur ou de la directrice générale. Là, on va être sur des bonnes pratiques qui vont être sur l'étape de la stratégie, de la gouvernance, du partage du numérique au sein de l'entreprise, auprès des différents collaborateurs, mais aussi des partenaires. Donc, ces décisions-là, elles vont bien sûr impacter les collaborateurs, donc les collaborateurs non-tech, donc des personnes qui vont être, admettons, par exemple, sur le département comptabilité, sur la gestion, sur l'archivage ou autre. On va avoir aussi des collaborateurs qui sont plus sur des postes techniques, en référence plus avec l'informatique, le numérique. Donc, ça va être les personnes qui sont sur du développement d'applications, de logiciels, de services numériques, les personnes qui sont à la communication, puisque le numérique responsable, ça passe aussi par une communication responsable. Et ça va être aussi des décisions, des décisions qui vont impacter le directeur ou la directrice du service du système informatique. Donc, avec ces flèches, vous voyez un petit peu comment se déroule, pas l'imposition, mais l'intégration d'une démarche numérique responsable. On va avoir des décisions qui émanent du manager, qui vont donc impacter des collaborateurs, mais également des décisions qui viennent peut-être de l'initiative du directeur du système informatique, du DSI, qui viennent alimenter la réflexion du manager et qui viennent impacter d'autres collaborateurs. Et dernier, on va dire, schéma qui est possible, c'est, admettons, le collaborateur ou la collaboratrice technique qui vient développer une application interne, un logiciel interne qui vient impacter l'utilisation qu'en fait le collaborateur tech, non tech, pardon.
Plus spécifiquement, j'ai voulu vous lister un petit peu des bonnes pratiques par rapport au rôle que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Donc, on peut commencer donc, par le collaborateur qui n'a pas forcément de lien avec l'informatique, donc le collaborateur non-tech dans l'entreprise. On va d'abord regarder ce qui se passe sur nos équipements qu'on utilise. Le téléphone, aujourd'hui, on va privilégier une connexion en réseau Wi-Fi plutôt qu'en 4G, voire en 5G. Je ne sais pas comment c'est sur votre territoire si vous êtes déjà en 5G, mais l'idée, c'est de favoriser le Wi-Fi, qui est moins consommateur par rapport à la 4G ou à la 5G. L'idée, c'est également de couper éventuellement les données cellulaires ou la data. Donc, ça va être la localisation sur votre téléphone, le Bluetooth. Essayez de couper ces données cellulaires pour déjà optimiser la batterie de votre téléphone et également éviter un échange de données inutile. Troisième point, on va essayer de mettre le téléphone en mode économie d'énergie ou en mode avion. Je sais que c'est difficile dans la sphère professionnelle de le mettre en mode avion, mais on peut essayer pour justement éviter qu'il y ait des échanges de données inutiles ou répétitifs qui viennent en complément de l'ordinateur. Quand on parle de l'ordinateur, ici aussi, pareil, par rapport à la connexion réseau, on essaye de se connecter en réseau filaire. Donc ça, si vous êtes sur des équipements qui peuvent accueillir justement un fil de réseau filaire. On va privilégier le Wi-Fi plutôt que la 4G. Donc la 4G en partage de réseau, j'entends bien. On va bien sûr mettre son ordinateur en veille quand on l'utilise quand on ne l'utilise pas moins de 2 heures. Et au-delà de 2 heures d'inutilisation, on va privilégier pour l'éteindre. Et bien sûr, le débrancher lorsqu'il est suffisamment chargé. C'est vrai que ça peut paraître comme des pratiques qui sont de l'ordre du commun, mais quand il m'est arrivé d'échanger avec des personnes qui se demandaient ce que c'était une pratique, une démarche numérique responsable, et quand elles décrivaient un petit peu ce qu'ils faisaient par rapport aux équipements, c'était des bonnes pratiques qu'ils appliquaient déjà, et ils ne l'associaient pas forcément à la démarche numérique responsable dans l'entreprise. Donc voilà, c'est tout bête, c'est assez du commun, mais c'est vrai qu'il y a des fois aussi où on peut oublier d'avoir ces réflexes, de débrancher le soir quand on part, de le mettre en veille, voilà, tout simplement. Pour le salarié, c'est également une utilisation sobre du numérique qu'il faut avoir. Donc, on va avoir d'un côté la navigation qu'on peut en faire. L'idée, c'est de, par exemple, mettre vos favoris, mettre en favori les sites que vous utilisez le plus. Donc, sur la petite barre sur la barre de votre navigateur, vous avez la possibilité de mettre des raccourcis vers les sites que vous utilisez le plus. Vous pouvez également installer un anti-pub. Ça évite que quand vous allez sur certains sites, vous ayez déjà des vidéos qui se lancent tout seuls, des contenus pubs qui viennent polluer votre navigation et aussi charger des données qui sont inutiles et dont vous n'utiliserez pas. Ça va être également d'effectuer des recherches précises directement, soit sur la barre de navigation ou directement sur le navigateur de recherche pour éviter de générer des résultats qui ne correspondent pas à votre recherche et d'avoir un nombre de résultats assez important qui ne correspondraient pas à cela. De l'autre côté, on va reparler de stockage. Stockage, partage d'informations et de documents. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire régulièrement le ménage dans la boîte mail, dans le Drive, dans le cloud que vous pouvez utiliser éventuellement. Et de l'autre côté, sur le partage d'informations, vous avez la possibilité d'utiliser des plateformes dédiées pour des fichiers lourds, donc comme Filver ou WeTransfer. Au lieu de générer directement le document via un mail et d'avoir plusieurs personnes en copie, Filver et WeTransfer vous permettent donc d'avoir un lien de téléchargement plutôt que de télécharger le document dans son entièreté. À savoir que le document n'est téléchargé que si vos destinataires cliquent justement sur ce lien de téléchargement.
Et bien sûr, on limite le nombre de destinataires des mails et des contenus partagés. On évite d'envoyer une vidéo à tous les collègues de l'entreprise si on est 100, même si on est 10. Il vaut mieux partager un moment de convivialité autour de cette vidéo ou autre, plutôt que de l'envoyer à tout un tas de personnes. On passe à côté pour les DSI, les directeurs des systèmes informatiques. Ici, donc, on va avoir des pratiques qui vont être plus être de l'ordre stratégique, équipement de l'équipe. Ici, on va avoir 2 points, la politique d'achat et le choix des logiciels. Donc, sur la politique d'achat, on va éviter le suréquipement des collaborateurs, soit en proposant une mutualisation des équipements, donc ce qui permettrait d'éviter la multiplication des équipements, le fait d'avoir, par exemple, un téléphone avec double SIM, ça permet aux collaborateurs d'avoir un seul terminal, un seul téléphone avec ses 2 numéros, son numéro pro et son numéro perso sur le même équipement. Pardon. Et par exemple également d'avoir une photocopieuse qui fait fax, qui fait scan ou autre. Voilà. On va essayer d'allonger la durée de vie des équipements, donc essayer d'allonger un maximum son utilisation au sein de l'entreprise et de mettre en place un système de mise en veille automatiquement du parc informatique. Au lieu que ce soit individuellement, chaque collaborateur mette en veille son ordinateur, ça permet de centraliser cette mise en veille et que ce soit automatique et qu'il n'y ait pas d'oubli. Sur le choix des logiciels, on va plutôt penser durée logicielle, ce qui vient au contraire de l'obsolescence logicielle. On va favoriser les mises à jour sécurité plutôt que des mises à jour esthétiques. Les mises à jour sécurité, de toute façon, elles sont bien spécifiées. Elles vous mettent les critères qui vont être améliorés, plutôt que des mises à jour esthétiques qui peuvent vous mener justement à des mises à jour où vous vous retrouvez avec des incompatibilités pour d'autres logiciels que vous pouvez utiliser sur le même terminal. Deuxième solution, c'est aussi de choisir des logiciels libres ou en open source qui sont beaucoup plus durables et où on se positionne sur une souveraineté numérique en dehors du monopole des GAFAM ou des autres acteurs dont on a parlé tout à l'heure. J'ai mis une petite liste également pour compléter un petit peu la politique d'achat. On va essayer de privilégier les équipements labellisés. Donc, par exemple, les équipements Energy Star, donc c'est un label qui certifie la consommation énergétique de l'équipement et qui certifie les équipements qui se mettent en veille automatiquement. Donc, il y a différents labels. Si vous voulez, je pourrais également vous envoyer des informations complémentaires sur ça. On va essayer d'avoir des équipements facilement réparables. Donc là, par exemple, sur le téléphone, vous avez la marque Fairphone qui permet de démonter entièrement le téléphone et de réparer facilement selon le problème que peut avoir le terminal. Et dernier point, on va essayer de favoriser des équipements reconditionnés ou d'occasion qui sont déjà d'un côté moins chers et moins impactants pour l'environnement par rapport à l'extraction de ressources. Par exemple, un téléphone reconditionné, ça évite justement d'extraire 82 kilos de ressources abiotiques. Donc, ce qui n'est pas du tout négligeable. Le rôle du DSI continue, donc justement par rapport à la gestion de fin de vie des outils numériques. On essaye de donner donc une seconde vie aux équipements qu'on a pu utiliser au sein de l'entreprise avec des associations qui sont spécialisées dedans ou des collectifs solidaires spécialisés. Sur le territoire du Poitou-Charentes, vous avez les ateliers du bocage qui sont situés à Niort et qui sont spécialisés dans justement le reconditionnement d'équipements numériques. Emmaüs Connect qui se place un peu plus sur une localité nationale
Et vous avez également le dispositif Reboot qui a été mis en place, il me semble, en 2020 avec la crise sanitaire. Donc ça, c'était l'Université de La Rochelle, il me semble, ou l'agglomération de La Rochelle qui était à l'initiative de ça avec l'Institut du numérique responsable pour justement collecter au sein d'entreprises volontaires des ordinateurs et de pouvoir les redistribuer auprès d'un public étudiant qui n'avait pas forcément d'équipement adéquat. Deuxième point, c'est que si le reconditionnement n'est pas possible, ramener le matériel dans des points de collecte, vous avez des centres de réemploi, vous avez les enseignes d'électroménager, donc ça c'est plus à titre personnel. Et après, vous avez la possibilité de retrouver des sites de collecte sur le site d'Écosystème pour voir quel site de réemploi ou de collecte des déchets se trouve au plus près de chez vous. Le dernier point pour le rôle du DSI, ça va être d'adapter le service numérique. Donc ici, on revient un petit peu à l'hébergement des données, à l'utilisation des données qui en est faite. L'idée, c'est de pouvoir s'orienter vers des fournisseurs responsables, donc de privilégier peut-être des data centers, des serveurs alimentés en énergie non renouvelable ou sur des dispositifs d'hébergement verts. On a un exemple, il me semble, sur le territoire du Poitou-Charentes, proche du Futuroscope, on a Data Campus, qui est donc un serveur, un data center, et ils ont mis en place un dispositif de refroidissement de ces ordinateurs via une huile spéciale. Au lieu d'utiliser de l'eau, ils ont utilisé l'huile, et ce qui permet du coup de réduire la consommation énergétique, bien sûr la facture énergétique derrière. Et on va bien sûr privilégier les data centers localisés en France pour le respect, bien sûr, de l'utilisation qui en est faite et aussi de la réglementation RGPD. Le rôle du développeur. Donc là, c'est le collaborateur ou la collaboratrice tech. L'idée ici, c'est d'avoir une appropriation, un lien avec le service informatique. Et on parle principalement d'éco-conception comme solution. L'éco-conception, c'est tout ce qui va permettre une conception responsable, écologique, accessible, inclusive du produit ou du service numérique. Et donc, l'idée, c'est de, bien sûr, analyser les fonctionnalités, les pages utilisées, consultées sur votre site internet, sur votre application, pour pouvoir établir un parcours type utilisateur et aussi se concentrer sur les fonctionnalités qui sont les plus utilisées et les plus appropriées pour l'utilisateur. Il y a d'autres bonnes pratiques qui vont avec, c'est aussi minimiser les médias qu'on peut utiliser sur un site internet, sur un réseau social, donc en compressant l'image, la photo, le podcast ou autre. Le rôle du dirigeant, donc comme tout à l'heure, je vous avais dit que c'était plutôt des bonnes pratiques qui sont de l'ordre de la stratégie et de la gouvernance. Ici, j'ai souhaité focaliser cette idée sur la mobilisation et la sensibilisation de l'équipe en interne, puisque une entreprise qui souhaite mettre en place une démarche numérique responsable ne peut pas faire sans ses collaborateurs, puisque l'idée, c'est que ça puisse devenir des valeurs communes, une culture commune au sein de l'entreprise. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'idée des ateliers qui peuvent être mis en place, fresques du climat, fresques du numérique, des séminaires, pourquoi pas, dédiés à la question, peut-être un séminaire peut-être un peu plus global sur le développement durable avec un focus sur le numérique. Il y a la possibilité de faire une journée thématique, informative, sur les enjeux de l'empreinte écologique du numérique, donc à travers le Cyber Cleanup Day. Il y a la possibilité également, par exemple, de faire un challenge intra-entreprise, peut-être faire un concours de celui qui
qui supprime le plus de données digitales, qui nettoie le mieux, celui qui ramène le plus d'équipements non utilisés pour proposer une collecte au sein de l'entreprise pour une revalorisation par la suite. Et c'est aussi peut-être proposer des outils simples de sensibilisation. Donc, je vous ai mis des exemples juste en bas. On a Carbonylizer qui est un add-on que vous pouvez mettre sur votre navigateur Internet Chrome Mozilla, qui vous permet d'avoir une estimation de votre consommation, de votre navigation à travers, en vous traduisant votre consommation sur, admettons, tant de téléphones chargés, tant de kilomètres parcourus en voiture. Ça vous permet une comparaison sur des postes de consommation, sur des postes d'impact environnemental un peu plus appropriables et un peu plus faciles de comprendre. On a également, pareil, le add-on Low Web. Donc ça vous permet de paramétrer votre navigation sur une génération de pages web un peu moins impactrices. Donc, admettons, si on va sur LinkedIn, si on va sur un réseau social lambda, vous avez souvent des vidéos. Et par exemple, si vous mettez les paramètres au plus bas, donc c'est-à-dire les moins impactants possibles, sur LinkedIn, par exemple, vos vidéos ne se lanceront pas toutes seules. Les photos de profil ne seront pas chargées. Les différentes polices utilisées par la plateforme ne seront qu'une. Il n'y aura pas plusieurs polices qui seront utilisées, il n'y en aura qu'une seule, etc., etc. Donc, ça vous permet d'avoir une navigation un peu moins impactrice. D'autres outils qui sont utilisés, vous avez EcoIndex, Ecometer, GreenSpector, qui sont des sites internet qui vous permettent de mesurer le poids d'une page web, donc pour EcoIndex et Ecometers. GreenSpector, lui, c'est une entreprise nantaise qui mesure l'impact, le poids d'applications, de sites internet, un peu plus dans le détail. Voilà. Après la compréhension, les bonnes pratiques qu'on peut donner, il faut savoir que la démarche numérique responsable, c'est également des indicateurs de mesure qu'il faut mettre en place pour pouvoir savoir où est-ce qu'on s'en situe aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être réduit, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire par rapport à, par exemple, votre secteur d'activité, l'utilisation que vous en faites tous les jours. Aujourd'hui, le numérique responsable, c'est très difficile de le mesurer. Enfin, en tout cas, l'impact du numérique est très compliqué à mesurer. On a 3 indicateurs qui sont souvent utilisés. Donc, on l'a vu tout à l'heure par rapport à l'impact environnemental. On a l'équivalent, je dis bien équivalent CO2, émissions de gaz à effet de serre. On a bien sûr la consommation énergétique qui se fait via les indicateurs watts, terawatts, kilowatts, peu importe selon la source que vous êtes en train de consulter. Et vous avez la consommation d'eau. Tout ça, c'est des indicateurs qui se trouvent en amont ou en aval et pas forcément maniables par les entreprises. Je pense notamment à l'équivalent CO2 et à la consommation d'eau. Et ce qu'on va privilégier, ce qui va être le plus simple et le plus appropriable pour les entreprises, ça va être la consommation énergétique qui se trouve en amont, pendant et aussi en aval de l'utilisation ou de l'exploitation de l'équipement numérique. L'idée, c'est qu'on peut conseiller justement de faire l'expérimentation de « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ma consommation énergétique sur mon système informatique ?» Comment ça se passe sans avoir forcément mis de bonnes pratiques en place. Ok, la semaine suivante, je vais prendre en note ma consommation énergétique, le compteur de l'entreprise. Je vais commencer à mettre en place les bonnes pratiques, une mise en veille des équipements automatiques, peut-être débrancher les équipements dès qu'ils sont chargés, etc., etc., voir ce que ça donne. Ça peut donner déjà une petite idée de savoir, je peux faire déjà
un premier pas, des premières bonnes actions, il y a déjà un impact sur la consommation énergétique. Et bien sûr, c'est toujours aussi des avantages qu'on peut retrouver sur la facture à la fin du mois. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur ces indicateurs, l'idée, c'est de s'inscrire dans une véritable démarche de mesure, donc à savoir pourquoi vous voulez mettre en place la démarche de numérique responsable. Donc, définir les objectifs de cette démarche, faire un inventaire du périmètre sur lequel vous voulez établir cette démarche. Est-ce que ça va être sur les départements archivage? Est-ce que ça va être à la comptabilité? Est-ce que ça va être sur l'ensemble de l'entreprise? Est-ce que ça va être juste pour ceux qui développent l'application en interne? C'est à vous de voir comment vous voulez appliquer ça au sein de votre entreprise. Ensuite, il y a la possibilité d'estimer avec cet inventaire l'impact, donc face à des données ADEME, ou avec, je ne vous l'ai pas mis sur la diapo, mais vous avez également l'INR qui a sorti l'outil Winner qui vous permet de justement faire l'inventaire complet de vos équipements et face à une méthodologie qu'ils ont développée, vous avez l'équivalent en CO2, en émissions de gaz à effet de serre. Mais là aussi, on rejoint l'idée que ce n'est pas forcément très appropriable pour une entreprise. Donc, c'est pour ça qu'ils sont passés sur un outil comme ça. Et bien sûr, l'interprétation qu'on peut en faire. Comment on se situe par rapport à son secteur d'activité? Est-ce qu'on pense qu'on est plutôt impactant, plutôt moins impactant? Et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite pour améliorer ça? À savoir que donc, pour préciser un peu plus les différentes étapes qu'on a vues tout à l'heure, la définition de l'objectif de cette démarche, il faut savoir qu'il faut connaître la raison de la mesure, savoir la portée de la mesure et des résultats. Donc, ça rejoint un petit peu l'idée du périmètre de mesure que vous souhaitez établir dans votre entreprise. Le public cible, donc pareil, le périmètre, est-ce que ça va toucher les collaborateurs tech, les collaborateurs non tech, mais c'est aussi le public auquel ça s'adresse. Est-ce que vous souhaitez le mettre en place pour pouvoir le montrer à votre direction, le présenter à l'ensemble des collaborateurs pour leur dire, bah ok, aujourd'hui on se trouve à tel niveau, il faut qu'on se ressaisisse ou autre, il ne faut pas non plus culpabiliser, il faut qu'on mette en place des bonnes pratiques pour qu'on soit meilleur et qu'on soit moins impactant. Ou est-ce que ça peut être aussi une mesure comparative, comme je vous l'ai dit, par rapport au secteur dans lequel on se trouve? La définition de l'inventaire, donc déjà le périmètre, la localisation à laquelle vous voulez appliquer cet inventaire, donc la quantité d'équipements que vous utilisez, les ordinateurs, les tours les unités centrales, les écrans, les téléphones, les fax, les imprimantes, tout ce genre d'équipement est bien sûr à catégoriser, à inventorier. Des caractéristiques équipements, donc la consommation électrique associée, une durée de vie de moyenne, des usages associés, le PUE, donc le PUE qui s'adresse au data center, c'est le Power Usage Effectiveness. Donc ça, il y a certains indicateurs, il y a une certaine échelle à respecter. Donc voilà, c'est tout un tas d'éléments qu'il faut avoir en tête qui, je sais, n'est pas appropriable pour chacun, mais qui peut être facilement mise en place si on est plusieurs, par exemple, à porter la démarche au sein de l'entreprise. Et enfin, on avait donc l'évaluation, l'interprétation. Donc, cette mesure, elle se fait bien sûr sur l'ensemble du cycle de vie, sur différentes scopes. On va avoir donc, comme on l'a vu tout à l'heure, la fabrication, la production, l'utilisation et bien sûr à la fin, le recyclage, la fin de vie. Ça fait beaucoup d'informations quand on veut mettre en place une démarche de numérique responsable. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez des bases de données qui sont disponibles gratuitement. Donc, la base de données de l'ADEME à laquelle vous avez la possibilité de retrouver en fait l'équipement que vous utilisez actuellement et ça vous fait votre estimation en équivalent CO2 directement sans avoir à faire de calcul. Vous avez la consommation électrique, donc comme tout à l'heure quand je vous ai donné l'exemple de faire OK, pendant tant de mois, je regarde ma consommation électrique sans bonne pratique.
Et la semaine d'après, le mois d'après, on switch, on regarde comment ça se passe, la consommation électrique, quand je commence à mettre en place les bonnes pratiques. Et enfin aussi, pour débuter pour la mesure, vous avez donc l'outil Winner dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, c'était les premières étapes, les bonnes pratiques qui sont facilement appropriables au sein des entreprises, mais aussi au sein de votre vie privée, vie personnelle, qui, je l'espère, seront facilement partageables auprès de vos collaborateurs, vos amis, votre famille. Et puis, si vous avez des questions, on peut les reprendre pour cette fin de webinaire. Merci Cassandra, c'était très intéressant. J'ai appris plein de choses à titre personnel. J'ai déjà mis mon téléphone perso en mode avion. Là. Et puis, je pense qu'on a aussi vu pas mal de bonnes pratiques à mettre en place dans nos différentes structures et entreprises. C'est vrai que c'est un sujet qui est très dense, mais comme tu l'as dit, il y a des petites choses à faire pour commencer. Alors, on n'a pas de questions sur le chat. On est un petit peu en retard aussi. On a dépassé de 10 minutes le temps du webinaire. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de traiter grand-chose. Mais si vous avez des questions, c'est maintenant. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez de toute façon retrouver ce replay sur notre chaîne YouTube, Technopole Recatech. Voilà, donc... Je vous ai juste mis le lien vers le MOOC de 30 minutes. Et puis pour le deuxième qui dure entre 5h et 6h, enfin, 5h et 6h c'est très large, vous avez le deuxième lien. Ok, super. Merci Cassandra. Très bien. S'il n'y a pas de questions, on va terminer ce webinaire. Cassandra, merci beaucoup. Merci au SPF. pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi. Alors, on a quand même une question. Pourriez-vous nous donner des informations sur les équipements labellisés ? Alors, ça va être un peu long, parce que je peux éventuellement, je ne sais pas s'il est possible que je puisse vous envoyer ça par mail, s'il y a plusieurs d'entre vous qui sont intéressés, parce que vous avez beaucoup de labels. Vous avez des labels qui vont certifier la consommation énergétique. Vous avez d'autres labels qui vont certifier la composition de votre équipement. Et il y a d'autres labels complémentaires. Donc, si on peut faire ça, Laetitia, que je puisse te donner les informations. On peut faire ça. Donc, les gens qui vont assister au webinaire aujourd'hui, ce que je ferai, c'est que je vous enverrai un mail, déjà avec le replay d'aujourd'hui. Et puis, Cassandra, tu me donneras ces informations que j'ajouterai au mail. Oui, voilà. On fera ça. Très bien. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous rappelle que d'autres webinaires auront lieu pendant au moins 6 mois. On a pas mal de sujets à traiter. Donc, le prochain, ça sera la sobriété dans le secteur des jeux vidéo. Mais voilà, on traitera aussi de la sobriété énergétique, déchets, etc. N'hésitez pas à revenir pour regarder tous ces webinaires. Voilà, merci à tous et à toutes et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.